Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous nous trouvons aujourd'hui à Beaulac-Garbé afin de vous faire découvrir ce qui anime cette charmante municipalité et nous allons nous entretenir avec le maire de l'endroit, M. Gilles Drolet, afin de discuter des réalités, des initiatives, des attraits, des défis et des projets en ce qui concerne ce magnifique endroit. Bonjour, M. Drolet. Bonjour, M. Jacques. Ça va bien aujourd'hui? Très bien, oui. Oui. Pouvez-vous nous parler de ce lieu où nous nous trouvons et de son importance pour la municipalité? On est présentement dans le parc Belle-Rive, qui est le lieu de par prédilection pour attirer à la fois les résidents de Beaulac et une clientèle externe pour venir voir ce merveilleux parc et ce lac enchanteur. Et on va procéder aussi, vous allez aussi procéder ce matin au lancement, finalement, à l'inauguration du Sentier des Oiseaux. C'est le Sentier des Oiseaux qui est à l'origine des améliorations qu'on a dans le parc, que ce soit les nichoirs à oiseaux ou l'amélioration florale. Mais aujourd'hui, on va inaugurer à la fois une œuvre d'art faite par Martin Blanchard de Original Design Oui. et le jardin qui est en avant de la sculpture pour attirer les colibris. OK. On va rester pour voir le tout à l'heure. Est-ce qu'il existe d'autres endroits significatifs dans votre municipalité? Bien, il y a beaucoup d'endroits significatifs. La municipalité est d'une beauté partout où on va, là. Mais le parc demeure l'attrait touristique numéro un. Parce qu'on a la marina juste à côté en plus. Bien, on retrouve toutes les facilités pour attirer, que ce soit la marina, que ce soit le vélo-rail, ouais. que ce soit aussi le restaurant de Cap à l'Ouest, Ouais. qui offre des crêpes bretonnes. Et le Sentier des Oiseaux, bien évidemment. On conjugue beaucoup de choses au même endroit, finalement. On espère rendre le parc attractif 12 mois par année. On a construit le chapiteau il y a 2 ans, qui nous permet de tenir des activités été comme hiver. Fait que, c'est un parc 4 saisons. Oui, c'est un parc 4 saisons. Quelle est en bref l'histoire de Beaulac-Garbé? Beaulac-Garbé, c'est la fusion de 2 municipalités, de Beaulac et de Garbé. À l'origine, je pense qu'il y avait le canton de Beaulac et le canton de Garbé, si je me souviens bien. Je ne peux pas vous dire si c'était des cantons, là. Je crois que oui. Mais c'est la fusion de ces 2 municipalités-là qui a créé la municipalité de Beaulac. Quelles sont les particularités de la municipalité? Qu'est-ce qui la distingue? Ouais, la particularité de la municipalité de Beaulac, c'est que c'est la plus belle de la MRC. OK. D'entrée de jeu. Sans prétention. Sans prétention. C'est la municipalité qui offre une meilleure vue sur le lac. On a des sites qui sont très intéressants. La municipalité a acheté tout récemment l'ancienne halte routière, sur laquelle on a un point de vue admirable sur le lac. On a des secteurs agricoles qui sont prospères. On a beaucoup de villégiatures. Puis l'orientation de la municipalité, c'est pas de devenir une municipalité industrielle, parce que nos infrastructures ne le permettent pas. C'est de développer la municipalité pour être récréo-touristique. Puis tout va passer par le parc, la marina, les activités comme vélo-rail, vélo aquatique et l'an prochain, l'école de voile. Okay. Il y a combien de personnes qui vivent à Beaulac-Garbé? Environ. Bon, je peux vous le dire, quand je suis arrivé en poste il y a près de 3 ans, ça va faire 3 ans en juillet, il y avait 1024 habitants à Beaulac. Aujourd'hui, on est aux environs de 940. OK. La municipalité de Beaulac est la municipalité qui est la plus dévitalisée de l'ensemble de la MRC. OK. Et c'est la municipalité qui a la population la plus vieille de la MRC. Donc, on a de grands défis à accomplir pour attirer de jeunes familles pour venir augmenter la population. Outre que ce soit la population la plus vieillissante, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques de la population? Ou c'est vraiment
Ben, Il y a quand même l'école primaire qui est ici, il y a quand même des oui, jeunes familles qui sont ici aussi. il y a des jeunes familles. L'école primaire qui offre un programme d'activité plein air qui permet aussi à l'école de travailler en collaboration avec les OBNL, que ce soit le Sentier des oiseaux pour des activités d'art, de culture, pas d'ornithologie, mais de floraison, de jardinage. Et il y a la collaboration avec Vélorail pour des randonnées en vélo. Et il y a aussi le volet aquatique où l'école peut venir. Puis grâce à la participation notamment de leur professeur en éducation physique, Oui. Jérôme, qui est un excellent partenaire pour toutes nos OBNL, puis qui accompagne admirablement bien les étudiants. Je l'avais rencontré déjà, c'était une activité par contre du CAB des Appalaches. À un moment donné, j'étais venu ici à la salle des loisirs. Quelles sont les réalités de la municipalité? La réalité de la municipalité, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la municipalité qui est la plus dévitalisée. On a perdu notre station-service dépanneur il y a près de 2 ans et demi. Depuis ce temps-là que je travaille intensément à essayer de trouver un repreneur pour... Poursuivre les activités à ce niveau-là, assurer que les commerces de proximité soient présents. Oui, et malgré le fait qu'il y a des programmes de vitalisation pour les municipalités en perte de vitesse comme ça, il reste que c'est difficile. Il y a toutes sortes de contraintes qui arrivent. Moi, j'ai accompagné près de 5 entrepreneurs qui désiraient le reprendre, puis pour différentes raisons, ça a toujours avorté, que ce soit parce qu'à un moment donné, il manquait de financement, que le couple se séparait, que l'entrepreneur qui voulait acheter le commerce avait un partenaire en affaires parce qu'il y avait d'autres affaires, puis que son partenaire l'a laissé tomber, il était obligé de rembourser son partenaire. Fait que ça a fait avorter. J'ai un couple de Français qui ont vendu un commerce en France et qui sont prêts à s'en venir ici pour reprendre le dépanneur. Malheureusement, la CAQ a fait un moratoire sur l'immigration. Ouais. Fait que ces gens-là sont pris dans l'entonnoir qui ne peuvent pas rentrer actuellement. Il est arrivé toutes sortes de choses qui ont fait en sorte qu'on n'a pas été capable de reprendre le dépanneur. Les anciens propriétaires ont fait toutes les expertises nécessaires pour s'assurer que le sol n'est pas contaminé, tout ça. Mais malgré tout, il reste que les réservoirs sont vieillissants, ils ont 25 ans et plus. Les compagnies d'assurance ne veulent pas les assurer, même s'ils sont bons. OK. Fait que ça va nécessiter des investissements considérables. OK. Y a-tu... Est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel à ce niveau-là? Ouais, je cherche toujours la lumière ou l'entrepreneur qui va vouloir venir s'établir à Beaulac, parce qu'il y a un volume de circulation qui est assez important. Oui. Sur la 112 directement. Sur la 112 directement. Malheureusement, je n'ai pas nécessairement les contacts pour rejoindre le propriétaire de Couche-Tard, là. Okay. Mais si jamais je tombe sur ces contacts-là, vous pouvez être sûr que je vais l'approcher pour ne serait-ce que de faire du mécénat pour essayer de vitaliser une municipalité qui est en perte de vitesse. C'est quand même quelque chose d'important, un commerce de proximité comme celui-là. Bien, avoir un dépanneur, une station-service, c'est sûr que ça devient plus attrayant pour les citoyens. Oui, j'avoue. Quelles sont les principales initiatives qui contribuent à la vie active de Beaulac-Garbet? Bien, la principale initiative, c'est que le conseil municipal a embauché une coordonnatrice à la vie culturelle. Mme Annick Pelchat. Mme Annick Pelchat, qui fait un excellent travail, puis qui, de par sa complicité avec les OBNL de la municipalité et les organismes indépendants des autres municipalités et de la MRC, réussit à tenir beaucoup d'activités. Et ça fait en sorte qu'il y a une forte participation assez régulièrement. On l'a vu lors de l'éclipse solaire où on avait le parc plein de gens qui étaient venus pour regarder l'éclipse. On était en lien avec le centre d'observation du lac Mégantic
où on avait sous le chapiteau toutes les informations en direct. OK. Fait que, notamment ça, il y a les fêtes à l'automne, il y en a en hiver, elle ne cesse Il y a quand même une multitude d'activités, oui, elle ne cesse d'imaginer. Oui. Je voyais passer finalement aussi, il y a le tour cycliste, je pense qu'on peut mentionner aussi, qui se répète à toutes les années, qui est peut-être pas coordonné par la municipalité, mais qui est fait en alliance, j'imagine, avec la municipalité. Oui, le tour cycliste est en partenariat avec la municipalité. D'ailleurs, ils vont fêter prochainement leur 30e anniversaire. Quand même, oui. C'est une activité qui est aussi une vitrine sur l'extérieur parce qu'il y a des gens d'un peu partout qui viennent faire le tour. Et je voyais passer pour la fin d'août, la fête du Père Noël en Gougoune. C'est quand même assez original à ce niveau-là. Oui. Quels sont les principaux organismes qui s'activent dans la municipalité? Bon, les principaux organismes les plus actifs, on peut penser à Vélo-Rail, le Sentier des Oiseaux, la Société d'Histoire, l'Ange d'Or. Le CAB des Appalaches est ici aussi. Oui. Il y a quand même une portion qui est beaucoup consacrée à la municipalité aussi de leur côté, je crois bien. Il y a une portion qui est consacrée à la municipalité, mais aussi au travers leur engagement et leur dévouement pour la municipalité. Ils travaillent en étroite collaboration avec plusieurs OBNL, ce qui permet d'avoir une synergie qui est de plus en plus grande entre les citoyens. Il y a quand même, on parlait que le secteur est davantage peut-être récréo-touristique. Il y a quand même quelques entreprises dans la municipalité aussi. Oui, on a des entreprises comme la distillerie L'Incantatrice, Original Design, notre soudeur, M. Fecteau, qui sont des entreprises qui sont assez populaires. Oui, le vignoble et distillerie L'Incantatrice fait beaucoup parler de lui, je sais, dans les dernières années. Quels sont, selon vous, les principaux attraits de la localité? Bien, comme je vous disais, la principale attrait, c'est le parc, la marina, le lac en lui-même. Puis, comme le lac, c'est un joyau, bien, on a, en collaboration avec les 5 municipalités qui ceinturent le lac, mis en place une table de concertation pour la protection du lac Elmer. Avec des stations de lavage qui sont réparties dans les diverses localités aussi. C'est ça. Grâce au travail acharné de ce comité-là, on a pu voir l'implantation cet été des stations de lavage qui ceinturent tout le lac. C'est évident que quand on regarde le lac, on a intérêt à le conserver. Comme on le disait, c'est en quelque sorte aussi un moteur économique. Ah, définitivement que c'est un moteur économique. C'est aussi un joyau, puis on se doit de le protéger. On voit aussi la collaboration avec l'ARLA, qui travaille aussi dans le même sens que nous pour la protection du lac. On parlait qu'il y avait quand même beaucoup d'activités ici à Beau-Lac-Garbé, mais quelles sont les principales selon vous? Ah, les principales, c'est dur à en cibler une en particulier parce qu'on essaye d'en faire sur une base régulière, de diversifier les activités. De vous en donner une particulièrement, il y a le tour cycliste que vous avez mentionné qui attire énormément, qui dure l'espace d'une fin de semaine. On a Vélo-Rail qui est une activité qui attire entre 5 et 6 000 personnes. Pendant toute la saison estivale. Pendant toute la saison estivale. Il y a des gens qui viennent d'Europe, même si le principe de Vélo-Rail vient d'Europe, il y a des Européens qui viennent pour vivre l'expérience ici. On a développé Vélo-Rail a développé de vélo aquatique. Puis cette année, on va avoir un vélo tandem. Ça s'est fait en collaboration avec un couple d'ingénieux de Tête-Fontaine qui ont mis sur pied ce type d'embarcation-là. Puis avec l'expérience de l'an dernier, on constate qu'il y a une accrudescence cette année de gens qui sont désireux de vivre l'expérience. OK. Même là, moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Alors, je viens de voir ça. L'an prochain, vous allez avoir une nouveauté aussi avec Vélo-Rail, vélo aquatique. On va développer, je dis on, c'est l'OBNL en collaboration avec la municipalité. On va développer une école de voile et un camp de jour aquatique pour
pour la saison estivale. OK, très intéressant. Quels sont les défis auxquels fait face la municipalité, selon vous? Le plus grand défi de la municipalité, c'est d'attirer des commerces de proximité, d'augmenter la population, parce que la population est sans cesse décroissante, là. Ça, je pense que c'est les plus grands défis. Il y a des avantages quand même à venir s'installer ici à Beaulac-Garbé, ne serait-ce que pour la qualité de vie, finalement. Ah, définitivement, la qualité de vie à Beaulac est assez exceptionnelle. On peut bénéficier des services, notamment d'Internet à haute vitesse avec Sogetel. On a toutes les facilités. On est à proximité de Sherbrooke, de Québec, de Victoriaville. Tout en étant dans un endroit enchanteur, ça permet aux gens de bénéficier de toutes les facilités à proximité, à quelques minutes. Qu'est-ce qui, selon vous, rend Beaulac-Garbé unique parmi les municipalités de la région? Moi, je pense que ce qui la rend unique et particulière, c'est son lac, son accessibilité au lac. La municipalité a 21 km de rive sur le lac Elmer. Et le public, vous me disiez... 21 km, c'est l'ensemble de ce qui se trouve sur le territoire de Beaulac. Okay. Mais au niveau de l'espace public, au niveau de la berge, c'est Beaulac qui offre la plus grande superficie. Okay. C'est vraiment, je vous dirais, un endroit magnifique. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Oui. Quels sont les changements qui vont pouvoir s'opérer au fil des ans au sein de la communauté? Bien, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, comme je vous disais, d'attirer une nouvelle clientèle à Beaulac pour augmenter la population, attirer des commerces qui vont venir dynamiser le cœur de notre municipalité. C'est probablement les plus grands défis qui nous... Au niveau économique, comment ça se passe, autant pour la municipalité que pour les citoyens? Au niveau économique, la municipalité est en excellente forme économique. On a eu au cours des dernières années des rapports des vérificateurs comme de quoi que notre situation était très bien. Il y avait, comme toujours, une certaine recommandation. On a eu des conseillères qui ont fait des plaintes au MAMACH nous demandant la tutelle de la municipalité, disant qu'on n'était pas solvable ou quoi. Là, Okay. Le MAMACH à 2 reprises, leur a dit qu'il n'y avait aucune raison de mettre la municipalité en tutelle. Comme vous le savez, on a un climat politique à Beaulac qui est... Oui, on va revenir là-dessus tout à l'heure, au fond. Quelles sont les perspectives de développement? Là, on parle beaucoup de commerce de proximité, de leur importance, qu'on cherche à attirer ça. Mais il y a de l'espoir quand même pour Beaulac-Garbé. Oui, bien Beaulac, actuellement, on travaille avec l'ancien ministère des Terres et Forêts, dont je ne me souviens pas le nom actuellement, mais qui avait identifié des routes sur le territoire. On est en finalité de démarche avec le ministère pour récupérer ces terrains-là, puis éventuellement regarder pour faire des développements. On a des projets au niveau d'un promoteur qui vise à faire des mini-maisons sur le territoire de Beaulac. Ça pourrait être intéressant parce que c'est un concept qui est très en vogue aussi. Oui, effectivement. Et c'est pas toutes les municipalités qui le permettent. Non, mais nous, dans notre réglementation, avec la collaboration de la MRC, on devrait être en mesure prochainement de lancer ce projet-là. C'est un beau projet, je crois bien. Pour vous, c'est présentement un premier mandat en tant que maire. Qu'est-ce qui a motivé votre désir de vous lancer en politique municipale? Bien, dans un premier temps, je vais vous dire que je n'ai jamais voulu faire de politique. OK. C'est l'ancien maire, M. Jean-Sébastien Bergeron, il y avait un poste vacant comme conseiller, puis qui m'avait demandé à l'époque pour me présenter sur ce poste-là, ce que j'ai fait. J'ai été élu en mars 22 et en avril 22, c'est-à-dire en avril 23, non, 22. 22, je crois. 22. M. Bergeron démissionnait suite à des pressions de nos 2 conseillères qui nous font continuellement la vie dure. Puis comme
j'ai passé ma vie en sécurité, défenseur de la veuve et de l'orphelin, je n'ai pas accepté le comportement de ces personnes-là. OK. Puis j'ai annoncé d'emblée que je me présenterais à la mairie pour continuer les projets que M. Bergeron voulait. C'est ce que j'ai fait. J'ai été élu En juillet, je crois. juillet, le 24 juillet 22. OK. Puis depuis lors, je travaille intensément à essayer d'améliorer la municipalité avec la collaboration du comité stratégique. OK. Ça revient à quoi, le comité stratégique? Au fond? Le comité stratégique est composé de moi et de 3 conseillères, OK. Mme Jutras, Mme Patnaud et Mme Bernier. OK. On parlait tantôt du relais routier là, en haut, Oui. finalement, sur la 112. Là, c'est quoi le projet de ce côté-là? Parce qu'à la base, c'était vraiment un relais routier. Les gens pouvaient aller pique-niquer là, faire un arrêt. Oui. Mais ça Je me souviens, tout jeune, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs. Oui, mais moi, depuis que j'étais à la mairie, la halte routière était fermée. Oui. Elle n'était pas accessible au public. Puis, d'entrée de jeu, on avait l'intention de développer davantage le récréo touristique à Beaulac. Puis, on avait l'opportunité d'acheter la halte routière. Fait que, même si elle avait déjà été offerte à la municipalité il y a quelques années, puis que la municipalité avait dit non, on a relancé le projet, puis on l'a acquéri. Mais ça fait partie d'un tout. Depuis le début, on a fait un sondage quand je suis arrivé à la mairie. Puis, on s'est servi des résultats de ce sondage-là pour essayer de développer la municipalité. Tout ce que vous voyez comme amélioration, ça fait partie de la volonté. La majeure partie des citoyens ont manifesté leur intérêt pour qu'on développe dans ce sens-là. On est allé chercher des subventions pour confirmer l'orientation qu'on donne, que ce soit une expertise avec un biologiste pour le Marais chrétien pour voir ce qu'il y a là-dedans. Que ce soit... Il y a un projet aussi de ce côté-là, je crois bien. Oui. C'est un projet dans sa globalité. OK. C'est pas un secteur en particulier, c'est sa globalité. On a fait affaire avec une firme d'architectes paysagers pour avoir la vision de ce que le parc devrait devenir. Puis, finalement, on a, dans l'espoir d'aller soumettre un projet au ministère du Tourisme, dans le programme du PARIT, fait affaire avec une subvention de la MRC pour avoir un plan directeur ou un plan d'affaires pour être capable de soumettre notre candidature. Malheureusement, le plan s'est fait, mais le programme a été aboli par la CAQ. OK. Fait que le projet est toujours là. Ça inclut le volet de la halte routière qui va devenir fort probablement le secteur récréo-touristique, mais boisé, où il va y avoir du camping puis des choses de ce genre-là. Le parc va continuer son développement. Puis le Marais chrétien, on va essayer de le mettre en valeur pour faciliter la circulation dans le marais de façon sécuritaire et de permettre aux ornithologues et aux amateurs d'oiseaux, même si les ornithologues y vont actuellement dans le parc, de venir puis d'avoir plus de facilité pour y aller. Mais c'est un projet qui va s'étendre sur plusieurs dizaines d'années. Oh, OK. C'est un projet d'envergure, mais qui va nous permettre d'année en année de progresser puis de développer la municipalité puis d'attirer des tourismes chez nous. Déjà, ici, je vous dirais, au Parc Belle-Rive, avec le Sentier des Oiseaux, je pense qu'il y en a beaucoup parce qu'on en entend quand même. Oui, il y en a beaucoup. Puis, non, c'est une réussite. Les commentaires qu'on a des gens qui viennent dans le parc régulièrement trouvent ça merveilleux. Yes. Quels sont y a-t-il des objectifs à court et à moyen terme de votre côté pour la municipalité? Mes objectifs, je vous en ai parlé tantôt, c'est d'essayer d'augmenter la municipalité. J'avais fait la promesse quand je suis arrivé d'essayer de trouver une diversification dans les revenus de la municipalité. Ce qu'on a fait en travaillant en collaboration avec la MRC, on fait partie d'un collectif, d'un regroupement de 3 MRC pour les projets à énergie verte, c'est-à-dire l'éolien, le solaire et l'hydraulique.
Que la municipalité de Beaulac est un des 16 partenaires de la MRC dans ça. OK. Puis, avec le développement des différents projets, un qui est déjà en route, puis d'autres qui sont en devenir, va permettre à la municipalité d'avoir des nouvelles sources de revenus. C'est parfait. Qu'aimeriez-vous voir changer ou se réaliser pour la municipalité? Alors, ce que j'aimerais voir changer, c'est le climat politique. Oh, OK. Est-ce que la municipalité est appelée à se développer selon vous? Je pense que oui, vous travaillez dans ce sens-là. Je travaille dans le sens où je souhaite que la municipalité se développe, mais tout en maintenant la tranquillité puis le sentiment de paisance qui existe à Beaulac actuellement. L'immigration dans la région a quand même une grande signification. C'est peut-être un peu moins le cas pour Beaulac-Garbet? Pour Beaulac, on n'a pas véritablement d'industrie qui nous permettrait d'accueillir des travailleurs étrangers. Par contre, on est ouvert à l'immigration, on est ouvert à tout. On sait que dans la MRC, l'immigration, c'est un facteur important. Oui. Puis, on est conscient que plusieurs PME de notre région ne peuvent pas être aussi efficaces, aussi performantes que s'ils n'ont pas la participation des travailleurs étrangers. Ça pourrait même menacer certaines industries de la région, je crois. Effectivement. Puis comme je vous ai mentionné tout à l'heure, nous, le dépanneur, on avait un couple de Français qui étaient prêts à venir s'établir ici. Puis malheureusement, la politique... La nouvelle réalité du gouvernement, fait qu'on a des restrictions. 2025, c'est une année électorale pour les municipalités. Est-ce que vous comptez vous représenter? Et si oui, pour quelles raisons? Oui, je veux me représenter. Les raisons, c'est tout simplement de poursuivre tout ce qu'on a entamé. On a entamé beaucoup de choses. On a beaucoup de demandes de subventions qui sont en cours, d'autres à faire pour être capable de continuer nos projets. On est en train de restructurer la municipalité, à la fois dans ses services qu'on offre, à la fois dans les employés qu'on a, parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont quittés. On veut attirer des gens, on veut attirer des commerces. OK. Donc, vous voulez une poursuite, finalement, de ce qui a été mis en place. Effectivement. On parlait du contexte un peu sur la scène municipale, dans le conseil, que ça fonctionnait plus ou moins bien. On voit que ça se passe un peu dans le tumulte parfois. Il y en a qui parlent de climat toxique. On retrouve de nombreux commentaires sur Facebook. Parfois même, les citoyens, entre eux, on dirait qu'ils s'attaquent mutuellement. Est-ce que ça a toujours été comme ça, finalement? Bien, je ne peux pas vous dire si ça a toujours été comme ça, parce que comme je vous ai mentionné d'entrée de jeu, la politique avant 2022, ça ne m'intéressait pas. De votre côté? Absolument pas. J'étais tout seul dans mon coin, je faisais ma sculpture, je faisais de l'horticulture avec ma blonde sur mon terrain. On était très bien. OK. Aujourd'hui, je vis dans un climat politique qui est difficile, à tout point de vue. Et je pense que c'est pas une cachette pour personne. Je pense que la commission municipale ne joue pas son rôle et je le dénonce sur toutes les tribunes. OK. Si je suis réélu, je souhaite... j'ai déjà été informé que l'UMQ avait l'intention de me nommer sur un comité de la démocratie municipale. OK. Et mon objectif, c'est de dénoncer la façon dont la commission municipale, notamment le volet enquête, la DPIM, de quelle façon ça fonctionne et toutes les anomalies qu'il y a dans cette institution-là. Il n'y a aucun mécanisme de contrôle. Okay. Cet organisme-là est laissé à elle-même. On n'a pas le droit d'appel. Ils vont vous dire que oui, alors que c'est faux, parce qu'un droit d'appel, on a le droit d'amener de la preuve additionnelle, alors que quand on fait appel à la Cour supérieure avec un dossier à la DPIM, bien, on doit se limiter aux éléments que la DPIM a retenus. Fait que si la DPIM a écarté des éléments, bien, on ne peut pas les ramener. Okay. Fait que c'est pas un appel. Ouais, dans une appel, on peut amener tous les éléments de preuve qui viendraient bonifier pour faire changer une décision, ce qui n'est pas le cas. Puis il n'y a aucun organisme, il n'y a pas d'ombudsman, il n'y a pas rien qui est capable d'investiguer cette institution-là.
présentement, pensez-vous qu'il y a des solutions qui permettraient de corriger la situation actuelle? Bien, il y a une solution, ce que je demande depuis très, très longtemps. À la fois, je l'ai demandé à la fois à la ministre des Affaires municipales, je l'ai demandé à notre député, François Jacques, je l'ai demandé à l'UMQ, je l'ai demandé à la FQM, j'ai interpellé les chefs d'opposition, les 3 chefs d'opposition à l'Assemblée nationale, pour qu'on mette une table de travail de façon à revoir le mode de fonctionnement de la DPIM. Sur cette table-là, je souhaiterais qu'il y ait la FQM, l'UMQ, le MAMACH, la commission municipale et moi-même pour regarder le mode de fonctionnement. Peut-être qu'en bout de piste, ça n'arrivera à rien, à changer, mais au moins, ça permettrait à toutes ces instances-là de se pencher sur une réalité qui fait en sorte que le rôle de la DPIM, dans mon livre à moi, n'est pas celui pour lequel elle devrait se pencher. Elle devrait être en support avec les municipalités et non pas chercher des coupables partout. C'est possible qu'il y en ait des coupables, on l'a vu avec les différentes commissions dans le passé, mais c'est pas vrai que dans toutes les municipalités, les gens qui commettent une petite erreur, c'est intentionnel, puis qui méritent un châtiment pire qu'un criminel. Ouais, je comprends. Est-ce que le code d'éthique et de déontologie qui a été adopté récemment par la municipalité pourrait aider en ce sens-là? Je pense qu'il s'adresse autant aux élus qu'aux citoyens qui assistent aux réunions. Bien, là, vous mêlez 2 choses. Le code d'éthique, c'est une chose. Il était là. Au moment où... Bien, c'est nous autres qui l'avons mis en place quand on est arrivé. Le code de déontologie éthique, c'est le même. Sauf que suite à des vérifications de la commission municipale, dans des dossiers, on nous a demandé de rajouter un élément que les élus n'avaient pas le droit de faire d'ingérence auprès des employés municipaux. Fait qu'on a fait la correction. C'est pour ça que le règlement est récent, parce qu'on vient de le refaire. Pour ce qui est des assemblées publiques, on a adopté un règlement qui, malheureusement, on a énormément de difficultés à faire respecter, mais que j'ai dit lors de la dernière assemblée que, comme c'est moi qui préside l'Assemblée, s'il y a des débordements, des comportements qui ne sont pas corrects, je vais suspendre l'Assemblée, dans un premier temps, une quinzaine de minutes. Si à la reprise, si les comportements persistent, on va suspendre pour une période plus longue. Puis s'il y a lieu, on va reporter tout simplement la réunion à une date ultérieure, mais on ne tolérera plus les comportements à la fois des élus et à la fois des citoyens. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des décisions, des enjeux qui ont fait davantage réagir les citoyens depuis que vous êtes en place? Ah, bien, moi, je ne regarde pas Facebook. Là. OK. Lors d'une vie antérieure, lorsque j'étais directeur général d'une réserve autochtone, je voyais comment est-ce que les gens se bitchaient sur les réseaux sociaux. Puis je voyais les gens venir se plaindre dans mon bureau à l'époque. Puis j'avais décidé que je ne regardais pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je fais la même chose. Avec les commentaires que j'ai des réseaux sociaux, c'est soit des citoyens ou des élus qui me les rapportent. OK. À quoi ressemblaient vos premiers mois en tant que maire? Avez-vous été surpris par certains aspects du rôle? Mais comme vous aviez déjà été conseiller avant, vous avez vu quand même... Ma période de conseil... comme courte quand même, quelques mois. J'ai été là 1 mois avec M. Bergeron. Après ça, d'avril à juin, au 5 juin, j'ai été conseiller dans un climat que je dirais un peu houleux. Puis en juin, il a fallu que je démissionne pour me présenter aux élections. Mon expérience politique était tout à apprendre. Puis je remercie les gens qui m'ont supporté dans ça, que ce soit les autres maires au Conseil des maires et la MRC pour m'aider. Mais j'ai grandement appris à la dure au cours des dernières années. On a appris sur le tas, finalement. Quel a été le plus grand apprentissage, selon vous, depuis vos débuts? Le plus grand? Oui. Ah, je ne sais pas, parce que on apprend tous les jours. Oui. L'apprentissage est toujours en cours, finalement, mais on en apprend tous les jours de toute façon, peu importe nos fonctions. Oui. Puis en politique, bien, c'est un apprentissage tout le temps. Les règles changent souvent aussi. C'est ça, les règles, les lois, les acteurs.
ça amène un lot de défis. Quel bilan faites-vous de votre premier mandat? Ben, moi, je trouve que pour un premier mandat dans un climat hostile, on a réussi à faire avancer la municipalité considérablement. On écoute les commentaires qui viennent des institutions gouvernementales, que ce soit de la MRC, que ce soit des autres partenaires, les citoyens qui viennent, qui nous disent qu'ils n'ont jamais vu la municipalité aussi dynamique qu'elle l'est actuellement. Et ça, c'est en grande partie dû au fait qu'on a des employés qui désirent le bon fonctionnement de la municipalité, qui contribuent aux valeurs que le Conseil leur donne pour attirer des nouveaux citoyens et des commerces. Vous disiez que vous n'alliez pas sur Facebook, mais vous avez sûrement des commentaires des citoyens aussi que vous rencontrez parfois. Je pense que vous allez une fois par semaine au restaurant chez Marleau Oui. pour finalement avoir un peu le pouls des citoyens aussi. Oui, j'essaie de rencontrer les citoyens, que ce soit au restaurant chez Marleau, oui, effectivement. J'y vais au moins une fois par semaine. Que ce soit les activités ici. Samedi, notamment, il y avait la danse, je suis venu, j'ai rencontré des citoyens. Ça me permet de répondre à leurs questions. Parce que ce que j'ai tout le temps dit, c'est que je voulais être accessible. Tous les gens qui ont demandé à me voir ont toujours réussi à avoir un rendez-vous, à venir me voir au bureau. Je réponds à toutes leurs questions sans cachette. Et contrairement à ce qu'on dit, je suis un livre ouvert. Et quels sont les échos que vous avez de ces citoyens-là, au fond? Oui, la majorité du temps, ces citoyens-là comprennent la situation par rapport à laquelle ils viennent me voir. Puis ils sortent de mon bureau très satisfaits de la rencontre parce qu'ils ont été capables d'avoir des réponses. Puis ils sont, je dirais, en faveur de l'orientation que la municipalité prend. Bien que pour un peu renchérir sur ce dossier-là, tout récemment, j'ai fait faire un nouveau sondage, 24 questions courtes, 3 réponses favorables, neutres, défavorables. Puis, ça représente les orientations qu'on souhaite que la municipalité prenne. On a envoyé près de 1400 sondages, puis on a eu 704 répondants. Si on regarde les ratios pour un sondage, c'est plus que le client en aurait besoin. Oui, j'avoue. Puis, sommairement, parce qu'on n'a pas fini l'analyse détaillée du sondage, mais sommairement, il y a 70 des gens qui ont répondu qui sont en faveur du développement qui est proposé de par les questions. Il y a 30 de gens qui sont défavorables au projet que la municipalité veut mettre de l'avant. Parce qu'un des projets, je crois bien, c'est la construction d'un édifice municipal qui regrouperait un peu la mairie, qui aurait de la place pour les différents organismes aussi de la municipalité, même la caserne de pompiers, je crois bien. Oui. Ça, c'est un des premiers projets qu'on a lancé au niveau de la municipalité, mais c'est un projet qui va vous savez comment ça va dans les vitesses gouvernementales. Avant que ça se réalise, je vais probablement être parti. Parce que la lenteur des parfois. Oui, puis les architectes sont encore en train de travailler à la préparation de ces documents-là. Quand on va avoir ça, il faut faire les demandes de subvention à la fois au provincial et au fédéral. Puis encore là, on va avoir des délais. Pour accepter un projet au fédéral, ils se réservent entre 6 et 8 mois. Au provincial, c'est à peu près la même chose. Puis quand le projet est autorisé, avant qu'on aille en appel d'offres, il va s'écouler plusieurs années encore. Mais l'orientation, c'est de doter la municipalité d'infrastructures qui vont être capables de permettre le développement, qui va être accueillante, qu'on ait une bibliothèque qui ne sera pas dans un sous-sol, avoir quelque chose qui va être agréable. Parfait. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à vos citoyens, citoyennes et à tous les gens de la MRC des Appalaches? Bien, moi, le message pour la MRC des Appalaches, c'est que le travail effectué par la direction générale et les employés de la MRC pour permettre le développement de notre région est très important. Ils le font admirablement bien. Au niveau des partenaires municipaux, c'est la même chose. Puis au niveau de nos employés,
c'est une réussite. Les gens sont motivés, sont intéressés à travailler. Puis on a des employés qui sont agréables. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Drolet. On va vous laisser aller finalement procéder à l'inauguration du sentier de ce qu'on a parlé tantôt. Oui. Et on va aller voir ça avec vous. Merci. Merci à vous. Au plaisir. Bienvenue tout le monde. Alors, pour répondre à une question qu'on reçoit fréquemment quand on se promène dans le parc, pourquoi mettre ça dans des sacs? Bien, c'est très simple. Ici, c'est un terrain de remplissage. On ne peut pas piser pour planter des choses ici. C'est une difficulté, d'un degré de difficulté presque insurmontable pour nos petits bras. Et même quand on a des bénévoles absolument charmants, hommes, avec des bons bras, comme certains qu'on voit en gilet rouge derrière, qui a des bons bras, qui ne vient pas creuser avec nous, mais qui a des bras propres, tout comme mon chum, qui vient souvent me donner un coup de main. Bien, malheureusement, faire des trous, il faut tellement élargir le trou parce que c'est que du remplissage. Ça veut dire de la roche, des vieux morceaux d'acier, des morceaux de verre. C'est vraiment, ce n'était que des déchets sur lesquels on a mis une petite couche de terre et sur laquelle on a réussi à faire pousser du gazon miraculeusement. Alors, comme vous pouvez le constater, partout où on essaie d'implanter des choses, on le fait dans des structures qui sont déposées sur la terre, ce qui nous permet, heureusement, d'avoir des fleurs et de réussir à fleurir le parc. Alors voilà. Et ce que vous pouvez constater ici, c'est que la plupart des fleurs sont des fleurs qui sont destinées spécifiquement aux colibris. Parce que c'est des oiseaux qu'on aime beaucoup. Vous savez que le projet Sentier des oiseaux, il sert à une chose, essentiellement, c'est donner de la nourriture aux oiseaux. Soit en leur fournissant directement des graines pendant l'été ou à l'automne, soit en leur fournissant de la nourriture vivante, c'est-à-dire des insectes ou pollinisateurs qu'on attire en mettant énormément de fleurs. Et les oiseaux, ben, ils se régalent en mangeant ces insectes-là. Ils mangent aussi des vers, mais vous comprendrez que parce qu'on cultive, surtout dans des surfaces comme celle-là, il y en a moins, mais il y a quand même suffisamment d'insectes pour nourrir les oiseaux. Parce que le projet, tout entier, son cœur véritable, ce sont les oiseaux. D'où les nichoirs que vous avez vus, les nichoirs folichons qu'on s'est amusé à faire pour rigoler, mais qui fonctionnent quand même parce que les oiseaux y vont, et des vrais nichoirs qui sont installés un peu partout dans les arbres du parc. Alors voilà, c'est l'essence de notre projet. Puis la preuve qu'on a des colibris, une petite anecdote, la dernière journée, on a fini de planter et que le jardin était terminé, il y a un colibri qui est venu sur nos fleurs. Il est venu nous dire merci. Ça m'a ému aux larmes. Ouais, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, ben tiens, c'est vraiment le remerciement ultime dont on avait besoin. Un petit colibri qui vient nous dire merci. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur l'observatoire? Oui. Alors, cette structure qui a été confectionnée par... Où est-il? Il est là! Il est là, bien caché, Martin. Bravo! Wow. Le temps, Martin, s'il te plaît. Dans le projet, dans la demande de subvention qui a été faite par la municipalité pour l'énergie des oiseaux, il y avait prévu une cache d'observation pour les oiseaux. On est allé voir Martin, qui nous a fait des suggestions. Celle qu'on a retenue, c'est celle-ci. Alors, il faut comprendre que le principe, c'est non seulement de l'admirer parce que c'est magnifique, mais c'est de s'asseoir derrière. Il y a des bancs derrière, on va mettre des jumelles. Et l'idée, c'est de s'asseoir derrière pour pouvoir, avec les jumelles, à travers les coups qui sont là, observer les oiseaux sans les déranger. Et les colibris, c'est fantastique, c'est des petits oiseaux qui ne sont pas farouches du tout, ils n'ont pas peur de nous. Donc, on peut croire raisonnablement que les gens vont pouvoir s'asseoir calmement, avec un peu d'ombre, prendre ou non les jumelles, s'installer et admirer les oiseaux qui se promènent ici dans ce jardin particulier qui leur est destiné. Fait qu'on est très, très fiers de faire l'inauguration, non seulement de l'ensemble du jardin, mais de la sculpture aussi, l'œuvre d'art. C'est ça, ce qui devient une œuvre d'art qui va être pérenne. Voilà.